Donc, est-ce que vous voulez voir un diamant ou presque un diamant? Alors, presque un diamant, en fait, vous en avez quasiment tous un dans votre trousse, c'est ça. Ça, pourquoi je dis que c'est presque un diamant? Parce que ça, c'est du graphite. Et le graphite et le diamant, ils ont exactement la même composition chimique. C'est que du carbone pur. La différence entre les deux, c'est juste la façon dont les atomes de carbone, donc les petites sphères qui construisent tout l'univers, en fait, la façon dont ces atomes vont être arrangés entre eux. Donc la différence, je l'ai là, dans des modèles. Là, je vous présente un diamant. En fait, chaque petite sphère, c'est un atome de carbone et il va être lié à 4 autres atomes de carbone très très solidement. Donc le diamant, ça va être un matériau très très dur. Le graphite, c'est toujours du carbone, sauf qu'il se met comme ça. En fait, chaque atome de carbone va être lié à 3 autres atomes de carbone et ils vont se mettre comme ça. Donc pourquoi on arrive à écrire? Tout simplement parce que lorsqu'on écrit, on va venir déposer ce qu'on appelle des feuillets de carbone. Si vous regardez la différence, je pense que si je vous achète un diamant au même prix que du graphite, vous n'allez pas être très content. Pourtant, donc c'est la même composition chimique. Donc l'important ici, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cristal. Le cristal, c'est un arrangement d'atomes entre eux. Et tout ça, ça va donner un tas de propriétés. La beauté, tout le monde est d'accord pour dire qu'un diamant, c'est très beau. Le diamant est très très solide, très très dur, alors que le graphite, on peut le détruire entre ses mains très facilement. En revanche, le diamant, il ne conduit pas du tout l'électricité, le graphite la conduit très bien. En fait, le diamant, il ne devrait pas exister. C'est ce qu'on appelle une phase métastable. Alors, métastable, c'est un mot un petit peu compliqué, mais ça, je veux juste dire que ça ne devrait pas exister dans les conditions de température et de pression atmosphérique. Normalement, la seule forme que doit adopter le carbone dans les conditions normales, c'est le graphite, que vous retrouvez dans le charbon, dans votre mine de crayon. Pourquoi le diamant, est-ce qu'on en trouve quand même? Parce qu'en fait, il s'est formé en plusieurs milliards d'années à l'intérieur de la croûte terrestre. Et ça va être des mouvements de la croûte terrestre, donc par exemple sur la formation des montagnes, ou des éruptions volcaniques qui vont nous permettre de retrouver du diamant dans des mines pas très loin de la surface. Donc en fait, dans le massif armoricain, on n'a pas trouvé de diamant, désolé, mais on a trouvé quand même des pierres tout aussi jolies, je dirais, tout aussi intéressantes. Et un des premiers exemples, c'est la pyrite. La pyrite, elle est ici. Alors la pyrite, en fait, on l'appelle l'or des fous. Pourquoi? Parce que tout le monde voit son aspect doré et malheureusement pour les chercheurs d'or, ils croyaient tomber sur de l'or, mais c'était que de la pyrite. Il faut savoir que la pyrite, c'est juste fait de fer et de soufre. Donc c'est un peu moins bien que l'or, on va dire. Mais elle est quand même très très jolie et on va retrouver, tout le monde va voir qu'elle a une forme en fait un petit peu de cube. Et pourquoi elle a une forme de cube? Tout simplement parce que les atomes, lorsqu'ils se rangent entre eux, ils se rangent dans une petite boîte qui est un cube. Alors il faut imaginer la petite boîte, lorsqu'on range des atomes dedans, cette boîte-là, elle fait 1 millième, 2 milliardième de mètre. D'accord? Donc c'est plus petit que microscopique encore. Hein. Mais les atomes vont se ranger dans cette petite boîte et on a plein de petites boîtes qui vont venir s'entasser et toutes identiques. Dans toutes les directions de l'espace, elles vont venir s'entasser pour à la fin donner un gros caillou comme ça. Et ce gros caillou, on va retrouver la forme de la petite boîte de départ, donc une forme cubique. Et donc ici, en fait, pourquoi elle est dorée? Tout simplement parce que c'est du soufre et du fer et le soufre a tendance à donner des couleurs jaunes. Si jamais on essaie de la frotter un peu, on peut aussi en faire une pierre à feu, d'où son nom de pyrite. Alors, on arrive avec le quartz. Le quartz, en fait, c'est la roche la plus abondante de la Terre, tout simplement parce qu'elle est faite déjà des éléments les plus abondants de la Terre, le silicium et l'oxygène. Le silicium et l'oxygène, en fait, vous les connaissez bien parce que c'est ceux qui forment le sable. Et lorsque les atomes de silicium et d'oxygène vont venir s'arranger d'une certaine façon entre eux, ils vont faire des cristaux superbes qui sont le quartz. Le quartz, on va le retrouver donc dans des cristaux très très gros, ou même aussi parfois des tout petits cristaux que vous allez retrouver dans la roche granitique. Ce qui fait que la roche granitique brille, en fait, c'est la présence de quartz. Lorsque le quartz est pur, on va dire, c'est-à-dire qu'on n'a que du silicium et de l'oxygène,
on va avoir quelque chose de superbe, transparent et complètement incolore. Ce matériau-là, le quartz, je pense que vous le connaissez. Vous en avez peut-être entendu parler, notamment dans l'horlogerie ou dans les montres à quartz. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qu'on appelle piézoélectrique. Piézoélectrique, ça veut dire que quand on applique de la pression dessus, il va pouvoir émettre en quelque sorte de l'électricité, ou lorsqu'on lui apporte de l'électricité, il va changer de forme. Et il va faire ça à des fréquences très précises. Et donc ça va faire qu'on va pouvoir l'utiliser dans beaucoup d'industries de la microélectronique et notamment dans l'horlogerie. Alors le quartz, on a vu son importance quand il est pur et on a vu qu'il est incolore et transparent. En fait, le quartz, vous le connaissez aussi, je pense, sous plein de couleurs différentes. On va le retrouver même quand on le vend dans la minéralogie et tout ça. Un des plus connus, une des couleurs les plus connues du quartz, c'est le violet qui donne l'améthyste que vous avez ici. Et en fait, on a toujours du quartz, donc du silicium et de l'oxygène, mais avec quelques impuretés. C'est-à-dire que si on reprend notre boîte de cristal dans lequel on a rangé des siliciums et des oxygènes, certains atomes de silicium vont venir être remplacés par des atomes de fer. Et ça va donner cette couleur-là, violette, qui est très jolie. Si on change la quantité d'atomes de fer ou si on les relie d'une façon différente, on va avoir une autre couleur qui est la couleur orangée ici. On va parler de quartz hématoïde. Hématoïde, ça veut dire qu'il y a de l'oxyde de fer dedans. Donc tout ça, en fait, c'est quelques atomes de fer qui vont venir remplacer quelques atomes de silicium et ça va faire changer complètement la couleur. Alors ce quartz fumé, la couleur noire ne doit pas inquiéter, hein, il n'est pas radioactif. Il a subi la radioactivité, une toute petite dose, simplement comme ça a duré très longtemps, puisque le minéral était dans la roche tout autour de lui, il a donc reçu cette petite dose, mais sur des millions d'années. Donc comme ça se cumule, la radioactivité, il en a reçu suffisamment pour devenir noir. Alors le massif armoricain, c'est une partie géographique de la France, de l'ouest de la France, qui correspond à une ancienne montagne qui a été vraiment très haute. On peut imaginer que c'était comme les Alpes, voire comme l'Himalaya. Donc ça a résulté de mouvements de la croûte terrestre, des failles dans la croûte, ces failles se sont affrontées, l'une a passé sous l'autre, donc ça a fait un soulèvement. Et à partir de là, la roche s'est retrouvée en altitude. Et on voit que ce qu'on appelle massif armoricain, géographiquement, ça correspond à la Bretagne, plus une partie de l'ouest normand, et puis un petit peu de Loire-Atlantique. Et les petits points noirs sur la carte, ce sont les mines où ont été extraits les différents cristaux ou minéraux qui sont présentés dans l'exposition. Alors, évidemment, dans l'océan aussi, à côté, ce massif armoricain, il existe aussi, hein, il est caché par l'océan. D'un point de vue géologique, on voit que c'est assez complexe quand même, parce que c'était une montagne, mais en fait, avant, eh bien, c'était une zone recouverte par l'océan, mais encore avant, c'était un massif montagneux, et on peut remonter même à un troisième cycle avant, un autre cycle montagneux. Donc il y a eu finalement 3 événements de création de montagnes. Ensuite, ces montagnes disparaissent par usure, on appelle ça l'érosion, c'est-à-dire que la montagne, en fait, elle se transforme en petits grains de sable et en argile. Et tout ça va à la mer, fait des sédiments, des roches sédimentaires. Et quand les mouvements de la croûte peuvent enfouir ces sédiments, les métamorphiser en de nouvelles roches, à l'intérieur de laquelle peut se former de nouvelles cristallisations. Donc tout ça fait quelque chose de très complexe. Par là-dessus se forment des failles, dans lesquelles des liquides chauds et riches en minéraux circulent, dans laquelle va se former d'autres types de cristaux. Donc voilà, ça devient extrêmement complexe. On pourrait y passer beaucoup de temps. En tout cas, voilà, c'est extrêmement riche en roches, en minéraux, donc pour la région. Alors voici un minéral très particulier, la storotide, qui est en forme de croix. Donc l'histoire de ce cristal est bien particulière. Déjà la roche dans laquelle elle apparaît, elle se forme, c'est une roche métamorphique. Ça veut dire qu'il faut imaginer qu'il y a très longtemps,
c'était sous la mer, c'était de la boue, un mélange d'argile et de sable, qui ont formé une roche. Cette roche s'est retrouvée enfouie à grande profondeur, c'est-à-dire grande pression et grande température, et la roche s'est transformée. Donc on parle de métamorphisme, c'est une métamorphose de la roche. Cette roche, une fois qu'elle se met en place, eh bien, il peut y avoir des phénomènes de cristallisation dedans. Et là, on a un très bel exemple où là, on a carrément la version maclée. On a vu tout à l'heure que la couleur des cristaux pouvait être due à des petites impuretés qui venaient remplacer les atomes, comme on l'a vu dans la calcite, le quartz, avec des atomes d'impuretés qui venaient remplacer pour changer la couleur. On va aussi avoir la couleur dans les cristaux qui va être due à ce qu'on appelle le champ cristallin, c'est-à-dire l'environnement de nos atomes. On va prendre comme exemple ici un composé qui contient du chlorure de nickel, donc des atomes de nickel, des atomes de chlore. Lorsqu'il est à température ambiante, il est jaune. Il est jaune parce qu'en fait, les atomes de nickel sont entourés de 6 chlores. Ça fait un octaèdre. Si on le met à chauffer sur une plaque chauffante, on va voir qu'il va changer de couleur assez rapidement. On le voit changer. Je vais le retirer avant qu'il ne fonde. Il devient tout bleu. Si je le retire, il va reprendre une couleur jaune en refroidissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est devenu bleu? Parce qu'en fait, quand on a dépassé 80 degrés, le nickel s'est retrouvé entouré seulement de 4 chlores. Ça a formé des tétraèdres et là, le tétraèdre va renvoyer une couleur qui sera le bleu. Comment est-ce qu'on fait cette transformation-là? Eh bien, on reprend nos atomes, on les imagine dans leur petite boîte bien rangée. À température ambiante, mon nickel est entouré de 6 chlores. Lorsque je chauffe, je crée ce qu'on appelle de l'agitation thermique. En fait, les atomes se mettent à bouger. Il faut imaginer que je viens secouer ma petite boîte. Et lorsque je vais atteindre 80 degrés, mes atomes de nickel ne seront plus entourés que de 4 chlores. Et ça, le champ cristallin va changer et ma couleur va changer. On appelle ça un composé thermochrome qui change de couleur avec la température.